Bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde intitulée Quelle stratégie publique européenne pour la blockchain focus sur l'identité numérique. Nous organisons cette conférence aujourd'hui dans le cadre de Sprint Paris-Saclay. Cette conférence est organisée et inspirée par les activités blockchain de Systématique Paris Région. Par exemple, j'en cite quelques-unes, la publication d'un livre blanc sur la blockchain en 2018. Plus récemment, en 2020, le lancement d'un groupe de travail de blockchain au sein du hub cybersécurité de Systématique, qui se propose d'animer un écosystème des acteurs blockchain franciliens et plus généralement nationaux. Et le lancement également début 2020 du projet européen Build Up for Europe, qui vise à encourager l'adoption des technologies blockchain dans l'industrie et les services publics. Donc aujourd'hui, pour cette table ronde, nous accueillons 4 invités de prestige. Donc merci à eux de s'être rendus disponibles. Donc on a par ordre alphabétique des noms de famille. Donc d'abord Hervé Bonazzi, qui est CEO d'Archipel.io. Bonjour. Perrine de Coët-Lobon, qui est point de contact français au partenariat européen de la blockchain. Bonjour. Luc Jarry-Lacombe, CEO de BC Diploma. Bonjour. Et puis Sarah Tucci, qui est chef de laboratoire et directrice du programme blockchain au CEA List. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Monel Jadaoui, chargée de mission Europe à Systématique Paris Région et plus particulièrement affectée au projet Build Up for Europe. Et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui. Pour entrer dans le vif du sujet, je me tourne vers Perrine. Perrine, vous êtes point de contact français au partenariat européen de la blockchain. Pour ouvrir la discussion, j'avais envie de vous demander quel tableau vous pouvez dresser aujourd'hui de la stratégie européenne institutionnelle sur la blockchain. Et est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape sur le travail du partenariat européen de la blockchain et de l'EPSI. Merci Mona, merci de m'avoir invitée. En fait, je travaille à l'Université de Lille, où j'ai 2 missions au sein de la direction de l'innovation pédagogique, c'est blockchain. Ça m'a amené ça a été une initiative du ministère de l'Éducation nationale, en fait, Blockchain Éducation France, qui m'a amené à aller vers la direction interministérielle du numérique et à intégrer finalement et devenir le point contact du partenariat européen de la blockchain. Mais aussi l'Open Education, c'est mon autre mission. Et voilà, pour donner un peu la structure, je pense que vraiment il y a un lien entre les deux. Et vous qui organisez l'Open Innovation Day demain, je pense que vraiment c'est intéressant de se rappeler que vraiment avec la philosophie, les valeurs et la façon de travailler agile de l'Open, on n'essaie plus d'aller d'un point A à un point B directement, on essaie vraiment que tous les points soient interconnectés. On essaie de faire en sorte que chaque lettre de l'alphabet puisse être adressée et de créer des réseaux et de les irriguer avec une architecture accueillante pour toutes les parties prenantes ici de l'écosystème de la blockchain. Donc, le partenariat européen de la blockchain est identifié par les 29 États membres comme un endroit vraiment particulièrement intéressant pour travailler sur la question de l'identité numérique, puisque c'est à la fois l'Europe, c'est un lieu de discussion et c'est un esprit ouvert, comme je viens de l'indiquer. Et c'est pas forcément, on n'y parle pas forcément d'identité régalienne, puisque un de ces cas d'usage, c'est l'identité auto-souveraine, qu'on pourrait aussi appeler l'identité auto-contrôlée, les attributs d'identité numérique. Et c'est pour ça que, étant venu via l'éducation, j'ai un peu exprimé ce que je vois et ce qui se passe au niveau européen via ce cas d'usage spécifique des diplômes. Bon, mais d'abord, un point pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler du partenariat européen de la blockchain. C'est une initiative intergouvernementale conjointe entre la Commission européenne et les 27, mais les pays de l'Association européenne de libre-échange étaient invités à participer. La Norvège et le Liechtenstein ont souhaité également participer. Donc, il y a 29 États membres
Elle a été confiée à la DG Connect, l'équivalent un peu du secrétariat numérique et au numérique français. Et la réalisation, son objectif principal, c'est la réalisation de l'infrastructure européenne de services blockchain confiée à la DIGIT, qui serait en quelque sorte la direction interministérielle du numérique, la DSI de la Commission européenne. Cette infrastructure européenne de services blockchain, les États membres l'ont souhaité conforme à tous les acquis européens et notamment aussi leur conformité aux accords de Paris, ce qui fait qu'il a été choisi de travailler avec une blockchain de consortium et que dans l'identité, évidemment, ce qui sera particulièrement intéressant, c'est de travailler avec des sources authentiques. Par exemple, si l'Université de Lille, qui en ce moment travaille elle-même avec BC Diploma sur la dématérialisation de ses diplômes, émet ses diplômes dans l'infrastructure européenne de services blockchain, elle sera authentifiée comme étant un organisme certifié par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Aujourd'hui, dans le partenariat européen de la blockchain, il y a 30 nœuds qui tournent, 6 de la Commission européenne et les autres dans les États membres. Ce qui est intéressant aussi dans le fait d'avoir cette infrastructure européenne de services blockchain, donc EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, c'est que c'est un bloc du Connected Europe Facility lié à tous les services numériques offerts au niveau européen, notamment EIDAS. Donc il est prévu également dans les objectifs de la Commission européenne et des États membres de faire le lien, de faire un pont entre EIDAS et le BSI. Il y a d'autres objectifs, bien sûr, dans le partenariat européen de la blockchain, comme faire monter en compétence les universités sur leur enseignement en blockchain et la recherche. Et je salue l'Université de Lyon 1 qui a remporté un appel à projet très concurrentiel avec 39 partenaires européens pour ce travail sur la création de curricula adaptés, donc toutes sortes de cursus, notamment informatiques, mais pas que. Et vraiment, ça c'est une très belle réussite du professeur Parisa Godou. Voilà, dans l'infrastructure européenne de services blockchain, chaque nœud est porté par un service public aujourd'hui. On prévoit éventuellement que ce soit ouvert par la suite à des personnes privées. Ça fait partie des questions majeures qui sont sur la table, avec également le travail sur l'interopérabilité entre la blockchain qui existe et d'autres blockchains existantes. C'est évidemment ce qui est intéressant. Donc, pour vous décrire un petit peu plus ce qu'on est en train de faire à l'Université de Lille, d'une part, on porte le projet gouvernemental pour la direction interministérielle du numérique, d'émettre des attestations numériques vérifiables pour les 80 000 étudiants de l'Université de Lille. Là, cette année, en 2021, on est early adopters. Mais en même temps, on le fait donc au sein de l'université et ce projet-là, on l'appelle Dématest Lille. On le fait avec BC Diploma. C'est intéressant de travailler sur la question des diplômes parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Souvent, quand on les a, on les oublie. On est rentré dans la vie professionnelle. Et pourtant, chaque diplôme a un numéro unique. Et finalement, on se dit, j'ai un diplôme, et c'est peut-être le diplôme qui nous a. C'est-à-dire qu'on est vraiment quelque chose qui pourrait permettre de nous identifier également. Donc, travailler sur l'enveloppe par laquelle on émet, on partage et on conserve les diplômes, c'est intéressant et ça permet bien d'exprimer la façon dont, à terme, peut-être, dans une entreprise, on ne nous demandera rien d'autre pour nous identifier. Ça sera un attribut d'identité. Et c'est pour ça que des grandes initiatives voient le jour dans lesquelles le diplôme est toujours repris, comme en Espagne avec Alastria. Les premières démonstrations ont eu lieu il y a 10 jours. On a à la fois sur son smartphone des attributs d'identité numérique et l'un d'eux est le diplôme. Il y a aussi en Italie Diplomi qui fait la même chose.
On a appris cette semaine le lancement, l'institutionnalisation de l'initiative slovène. Il y a ID Union en Allemagne qui a été aussi lancée récemment. Et puis les Pays-Bas qui travaillent d'ailleurs avec la société IDEMIA, et j'ai vu qu'ils étaient parmi les participants, donc je les salue. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de dynamisme, d'intérêt, de discussion. L'objectif, c'est de permettre quelque chose de peut-être plus pour la Commission européenne qui pourrait servir à renouveler, repenser EIDAS. Ça va bientôt sortir au mois de juin. Il y a des commissions qui ont travaillé pour la prise en compte de certains défauts qu'avait cette réglementation technologique. C'est particulièrement intéressant dans le cadre du partenariat européen de la blockchain de réfléchir à ces questions réglementaires en même temps qu'on avance sur la technologie. Donc, il est annoncé déjà depuis quelques mois un bac à sable réglementaire et législatif qui permet d'avancer avec tous les juristes qui le souhaitent sur ces questions. Voilà, donc c'est difficile de vous en dire plus. Je suis contente de pouvoir partager sur cette dynamique concernant l'identité auto-souveraine. Et si vous voulez en savoir plus, on va sortir là maintenant dans quelques jours un document de travail sur laquelle, publié par l'Université de Lille, qui s'appelle la blockchain au service du secteur public. Alors, elle est d'abord réservée, le premier objet, c'est de sensibiliser les DSI de l'administration française, mais elle intéresse déjà beaucoup de monde. Elle a été traduite en anglais, en allemand, en espagnol. Ça va sortir. C'est aussi intéressant, en vérité, pour tous les grands groupes, les consultants. C'est une façon de comprendre que là, c'est pas demain, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Et il y a déjà un certain nombre d'initiatives au sein des administrations qui ont abouti. Il y a une fiche, on a créé des fiches à la fin du document pour permettre de se rendre compte de ce qui se passait en ce moment même. Voilà. Je pense que dans le mois qui vient, j'ai lancé aussi, j'ai repris l'organisation de webinaires qui va permettre de présenter à tous, après Alastria au mois de février, à tous ceux qui le souhaitent, les initiatives que je vous ai évoquées en Europe. Voilà, merci encore et s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Merci Perrine. Merci pour ce panorama européen. On va continuer du coup avec Luc. Je rebondis un peu sur l'intervention de Perrine puisque elle a cité notamment le travail effectué avec BC Diploma sur la certification des compétences et des diplômes. Est-ce que tu peux nous parler de BC Diploma, de vos ambitions européennes et puis quelle est aujourd'hui ta vision du marché et est-ce que tu vois des obstacles à la généralisation du diplôme sur blockchain? Merci Mona pour les questions et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et d'intervenir après Perrine, avec qui on mène deux projets d'un cœur dont j'en parlerai tout à l'heure, l'un avec l'Université de Lille et l'autre avec le BSI, deux projets qui ont démarré en 2021 et qui vont durer 2 ans. Donc, je suis fondateur de la société Blockchain Certified Data, dont l'un des premiers produits clés en main blockchain est BC Diploma. Et depuis 2018, on est expert des Blockchain Digital Credentials. Alors, désolé, je vais faire le moins de anglicisme possible, donc je vais tout de suite le traduire. Et donc, des attestations numériques vérifiables. Et donc, on travaille sur la question de la dématérialisation des titres à valeur probante, donc par exemple les diplômes.
avec le gros apport blockchain, vont faire des objets numériques propriété de leur porteur. Et vérifiable, c'est le mot important, c'est-à-dire que quelqu'un qui le consulte est capable d'en vérifier l'authenticité des sources, l'authenticité des données, sans faire appel à un vérificateur tiers. On a attaqué ce débat-là par 1 an et demi de R&D à bas niveau, si je puis dire, pour se demander comment on pouvait coupler les propriétés d'authenticité de la blockchain, authenticité de la preuve, authenticité de la donnée, et stockage dans un environnement décentralisé blockchain directement, avec cette question, comment on peut rendre accessible en un clic une donnée et toutes ses preuves. Et donc, par un gros travail très orienté RGPD, puisque la question du stockage des données dans un environnement décentralisé est toujours sensible, et avec le soutien très fort et un travail qui continue encore aujourd'hui avec Alain Bensoussan sur cette question, comment stocker en respectant le RGPD des données dans un environnement blockchain. Je situe un petit peu notre travail dans l'environnement international. Ce qui est intéressant dans l'environnement international, c'est une convergence progressive des normes autour de l'objet Digital Credentials des normes du W3C vers un nouveau format numérique international d'échange par exemple de diplômes, mais également d'autres titres à valeur probante. Et cette norme est en train d'être implémentée, par exemple par le BSI, mais également par d'autres acteurs internationaux, le Digital Credentials avec le MIT à sa tête. Et on sent un mouvement assez fort vers la création d'un objet numérique reconnu dans des échanges internationaux de titres. Nous, de notre côté, on le voit de manière intéressante, puisque en 2 ans d'installation de l'essai diplôme dans les institutions, on a plus d'une centaine d'institutions dans le monde entier, dans 17 pays, et qui utilisent la solution sur des blockchains publiques, et dont on peut voir que nous, la moitié de notre chiffre d'affaires est hors Europe. Donc on est les témoins à notre petite échelle qu'il y a un mouvement international autour de cette question, quelle va être la nouvelle norme d'échange, en particulier des diplômes, des titres à valeur probante, des compétences, etc. Donc nous, on l'aborde avec une approche extrêmement orientée utilisateur, c'est-à-dire fournir une techno très très innovante, mais avec des couches utilisateurs très simples à mettre en place. Et par exemple, les diplômes qu'on fournit en ligne sont accessibles en un clic, se mettent sur des profils LinkedIn, sont hyper simples à manipuler, etc. On a vraiment un gros axe de recherche sur l'approche énergétique, grâce à nous, des institutions publiques stockent leurs données, les authentifient sur des blockchains ou des environnements décentralisés. Et donc, on se doit de suivre l'évolution des blockchains et d'être extrêmement attentif à l'empreinte énergétique. Et donc, on a une infrastructure cross-chain. Donc, on n'est pas opérateur d'une blockchain, on utilise les différentes blockchains en étant très attentif, toujours à utiliser celle qui propose le moins d'empreintes énergétique. Et également, comme on a une approche cross-chain, on est capable de porter des projets pour des groupes d'utilisateurs ou des institutions sur des blockchains particulières. Et donc, par exemple, de s'interconnecter avec ce qu'on sait faire en termes de format de diplôme qui lise en temps réel des données sur la blockchain, avec le projet européen FREPSI, ou avec d'autres infrastructures blockchain qui le souhaiteraient. Et le plus important, c'est l'éthique ou la perspective dans laquelle on fait ça, c'est-à-dire sans locking effect, sans effet de rétention de données par rapport à nous en tant qu'opérateurs, c'est-à-dire avec un stockage des données qui se fait directement dans des espaces décentralisés. Et donc nous, on est une sorte de passe-plat. On permet aux institutions d'émettre des données dont elles gardent l'accès direct et la gestion et la souveraineté à long terme, et qui peuvent se mettre à les exploiter par elles-mêmes, bien sûr. Donc nos projets phares en ce moment, Demates Lille, le projet avec l'Université de Lille est extrêmement ambitieux, et je souligne l'aspect visionnaire de Pierre Boulet, vice-président de la transformation numérique, qui a su se placer et dans les groupes techniques BSI pour vraiment poser les fondements à l'échelle européenne d'un écosystème efficient, et au sein de son université, qui se positionne à grande échelle avec un projet de transformation numérique. Et là, je voudrais dire que la blockchain en soi, c'est jamais... on ne mène pas des projets pour la blockchain, on mène des projets pour ce qu'elle apporte en termes d'atouts dans la transformation numérique. Et là, par exemple, avec les Demates Lille, les projets sont très clairement identifiés. On rend
on rend un grand service à l'ensemble des gestionnaires de l'université en permettant de délivrer plus vite et de manière numérique des attestations numériques juste après les diplômes, et on permet aux porteurs de les utiliser en tout temps, en version bilingue, dans tout type d'environnement, y compris tous les environnements de type recruteur. Et dans le projet FREPSI, qu'on mène également avec l'Université de Lille qui porte le projet pour la France, on a une mission au cours des 2 ans qui arrivent de proposer et de publier publiquement pour tous un bac à sable qui permettra de tester l'émission de Verifiable Credentials interconnectés et reconnus sur la blockchain EBSI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec des identifiants propres d'identité des personnes morales. Alors, est-ce qu'on voit des obstacles à la généralisation du diplôme blockchain, ce qui était votre deuxième question, Mona? Moi, je dirais plutôt qu'on voit des opportunités, et des opportunités aujourd'hui, grâce à l'EBSI, de réfléchir à quel sera notre environnement numérique de confiance de demain, et notamment, et ça c'est tout l'apport de la reconnaissance des identifiants décentralisés, et donc d'une bonne confiance dans les acteurs et du monde numérique, ceux qui émettent de la donnée ou ceux qui la portent. Et donc aujourd'hui, je crois que BSI, c'est le bon vecteur pour inciter les acteurs nationaux à positionner le débat au niveau européen pour participer à la norme à la création d'une norme, par exemple, d'un diplôme 100% numérique qui dépasse le cadre national et qui favorise et la mobilité internationale et un bon usage pour tous de la reconnaissance des diplômes et des compétences tout au long de la vie. Parce qu'on parle de diplôme, évidemment, le grand débat derrière, c'est de le suivre sur tous les biais de compétences. La dernière question était quelles sont nos ambitions en Europe. Donc, je salue le travail qu'on fait depuis 3 ans avec le pôle Paris systématique et Blockchain for Europe qui nous accompagne activement. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'avec on a déposé un second brevet en mars 2021 qui nous positionne vraiment dans la démarche globale Gaia-X et EBSI, donc en participant par exemple au Data Space Education and Skills, qui a vocation à être aussi connecté à EBSI, et qu'on vient amener, pas seulement au monde de l'éducation, mais à tous les industriels, des briques logicielles pour gérer de la donnée sensible multipartenaire souveraine, c'est-à-dire qu'on étend notre savoir-faire à tout type de données souveraines sensibles, avec des approches sur des implémentations de consortiums qui permettent d'avoir du stockage en cloud souverain, c'est-à-dire qu'on fait la jonction entre les problématiques du cloud avec des apports décentralisés, et en particulier, on a le soutien récent d'Airbus dans cette démarche. Donc nos ambitions en Europe, c'est d'être positionnés avec des briques logicielles qui permettent l'exploitation pour des consortiums ou pour des industriels de registres de données sensibles en vue de les sécuriser et en vue de les partager ou de les injecter dans les process métiers dans lesquels elles sont nécessaires. Voilà, je serais ravi de répondre à vos questions par la suite et de participer au débat. Très bien, merci Luc. J'enchaîne du coup avec Hervé d'Archipel. Du côté des applications blockchain au secteur privé et en particulier bancaire, mais toujours dans la thématique identité numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du coup d'Archipel, de la démarche de vos actionnaires notamment, et qu'est-ce que cet investissement dit de la maturité du marché finalement pour vous aujourd'hui? Oui, merci Mona, merci de m'avoir invité sur cette belle table ronde. Alors moi je suis donc Hervé Bonazzi, je dirige le consortium Archipel, qui est en effet un consortium blockchain fondé par la Caisse des dépôts et consignations, le groupe La Poste, EDF et Engie. Donc on opère une blockchain de consortium, une blockchain à permission, afin de soutenir des cas d'usage autour de la certification d'informations liées à l'identité des individus et des entreprises, d'abord en France et avec une ambition européenne. Donc la genèse du projet, c'est en effet l'idée que dans un monde de plus en plus digital, avec des démarches pour les citoyens et les entreprises de plus en plus digitales,
il était nécessaire de sécuriser ces démarches et surtout de les simplifier tout en luttant contre la fraude. Donc c'est né en effet d'abord de réflexions dans le groupe LabChain avec les acteurs bancaires sur les problématiques de KYC bancaire et d'entrée en relation digitale de plus en plus présente. Et puis, donc avec la Caisse des dépôts et la Poste, EDF et Engie se sont joints à l'initiative pour montrer qu'il était assez simple et efficient, en effet, de mettre en place une infrastructure d'identité numérique décentralisée avec des attributs d'identité, tels que l'adresse, qui est une information qui doit être vérifiée, notamment lors d'entrée en relation bancaire ou avec des professions réglementées. Donc, un prototype a vu le jour dès 2019 et a été présenté à Vivatech, pardon, à l'époque. Et puis, les actionnaires ont créé la société Archipel en septembre dernier. Et donc, depuis le début de cette année, on commercialise, on est en production et on commercialise une première offre pour le secteur bancaire et les autres professions réglementées de vérification de ces attributs certifiés, le premier étant l'adresse. Donc aujourd'hui, on certifie sur la blockchain Archipel que nous opérons sur notre propre blockchain à permission. On certifie l'ensemble des adresses des clients d'EDF et d'Engie, ce qui permet aux banques, par exemple, à des opérateurs de KYC, de vérifier instantanément et très simplement et à moindre coût une adresse certifiée. Donc ça, c'est un premier cas d'usage très intéressant parce que c'est un cas d'usage, je dirais, à une échelle industrielle, en production, avec des clients, et ça concerne l'ensemble des citoyens français. En fait, on passe par une certification du document facture, qui est le justificatif de domicile, et lorsque quelqu'un le transmet à sa banque, par exemple, sous une forme digitale, on peut vérifier l'authenticité du document. Donc ça, c'est une première étape pour nous, sachant que l'ambition d'Archipel est en effet de continuer à travailler sur ces concepts d'identité auto-souveraine, d'identité auto-contrôlée, et de certifier un maximum d'attributs de ce type. Donc on est en train de passer des partenariats, bien sûr avec d'autres opérateurs d'énergie, opérateurs téléphonie, Internet, pour certifier couvrir un spectre encore plus large de l'attribut adresse certifié. Et puis on travaille également avec d'autres partenaires pour certifier d'autres attributs liés à l'identité qui sont également importants pour les KYC. Par exemple, certifier vos revenus, donc certifier votre fiche de paye, sécuriser finalement la fiche de paye dématérialisée, qui est un document finalement PDF qui malheureusement peut être falsifié. On est en train également de passer des partenariats pour certifier des documents d'entreprise, des documents d'identité d'entreprise, mais également des documents financiers, les comptes certifiés par exemple. Et donc c'est très important dans les relations entre entreprises, entre clients-fournisseurs ou dans les relations également avec le secteur bancaire, de sécuriser et de lutter contre la fraude documentaire dans ce secteur. Donc voilà ce qu'est Archipel et donc pour répondre à votre question, en effet, le fait que des grands actionnaires comme la Caisse des dépôts, la Poste, EDF et Engie se lancent dans un tel consortium cross-industrie, c'est important de le dire. Souvent, les blockchains de consortium servent des cas métiers précis, par exemple dans le secteur bancaire, avec du post-marché, ce genre de choses, et vraiment dédiés pour une industrie. Là, avec Archipel, on est cross-industrie parce qu'on adresse en effet ces sujets d'identité numérique, donc c'est très, très général. Que la blockchain ne sert plus à des pilotes ou des prototypes, mais à réellement faciliter finalement les démarches de nos citoyens, de nos concitoyens et des entreprises en France et en Europe. Donc ça, c'est important. Et l'ambition, elle est européenne. Donc on travaille en effet avec l'Europe, avec l'EPSI. On parle à nos homologues allemands, au consortium équivalent à Archipel en Allemagne. Perrine a cité ID Union par exemple. On parle également avec les porteurs des projets d'identité autocontrôlée au niveau de la chancellerie allemande par exemple, qui ont déployé un premier cas d'usage
mixte entre, et c'est ce qu'on prône, entre le secteur public et le secteur privé, par exemple. Les Allemands ont lancé, par exemple, une initiative pour faciliter le check-in dans les hôtels avec donc des attributs vérifiés qui sont émis à la fois par l'État fédéral vis-à-vis des identités vérifiées et à la fois par des compagnies privées, les grands employeurs allemands, type Bosch, ou des grandes banques, qui certifient dans un portefeuille d'identité numérique décentralisé des attributs qui permettent finalement aux salariés de check-in dans un hôtel très facilement avec leur mobile, avec donc leur portefeuille d'identité sur leur mobile. Donc c'est un cas d'usage de l'identité numérique décentralisée qui est intéressant. Nous, on est parti sur le premier cas d'usage de l'entrée en relation bancaire, je dirais, parce qu'on a identifié les frictions dans ce métier, on a passé des partenariats avec les opérateurs KYC, mais on veut adresser aussi donc d'autres cas d'usage. Voilà. Et donc, en termes d'enjeux techniques et technologiques, bien entendu, et Perrine l'a évoqué, ainsi que Luc, il est important de rendre tous ces attributs vérifiables, les fameux Verifiable Credentials, interopérables. Donc, il y a en effet des initiatives de normalisation, en particulier au W3C. Donc, on est très attentif sur ces sujets. On discute beaucoup et on participe à des groupes de travail entre l'Europe et le Canada, par exemple, sur ces sujets d'interopérabilité, avec les Allemands également, pour que la blockchain archipel et les attributs vérifiés et les preuves qu'elle contient seront interopérables avec les autres systèmes d'identité numérique, parce qu'on va probablement avoir, dans un premier temps, plusieurs systèmes, plusieurs blockchains. Il faut juste que ces systèmes soient interopérables pour que les émetteurs de ces attributs vérifiés, que ce soit en effet des universités pour les diplômes ou des acteurs privés qui certifient une adresse comme NJ, ou votre employeur qui certifie votre droit à rentrer dans cet hôtel parce que votre employeur a payé et que vous avez ce déplacement professionnel, eh bien en fait, on va en effet devoir agréger des attributs provenant de plusieurs systèmes. Donc ça, c'est important de rendre interopérable la technologie. Donc on travaille, on fait beaucoup de R&D sur ces sujets. C'est le grand enjeu des mois à venir, parce que donc l'industrie est en train de se structurer autour de ces sujets d'identité numérique auto-souveraine. Ça avance très vite, beaucoup d'initiatives dans beaucoup de pays en Europe en effet, et du coup des enjeux techniques et des solutions se dessinent. Donc c'est très, très excitant. On est très heureux de participer à cette initiative. L'objectif étant, bien entendu, derrière tout ça, de protéger les données personnelles des citoyens en Europe. Et c'est en ça où l'identité autocontrôlée sur blockchain est vraiment une solution qui va permettre de lutter contre les fuites de données et la dispersion, je dirais, de trop de données personnelles. L'identité sur blockchain prônant de la confidentialité, de la sécurité et ce concept de minimisation de la donnée. Finalement, vous allez pouvoir juste prouver un élément de votre identité sans forcément toujours le dévoiler, avec les technologies dites de zero knowledge proof, et ça va transformer la manière dont on va entrer en relation digitale avec des tiers, et ça va nous permettre de le faire de manière très sécurisée, que l'on soit un individu ou une d'être là, ravi de répondre à vos questions si vous en avez juste après. Merci Hervé. Pour conclure, je me tourne vers Sarah Tucci pour ouvrir un petit peu le débat aussi après cette table ronde. Donc Sarah, vous avez mené conjointement à d'autres centres de recherche dont l'IMT et l'INRIA, une étude sur la verrou technologique de la blockchain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conclusions de cette étude, et est-ce que vous avez des recommandations particulières à
adresser aux décideurs. Oui, tout à fait. Donc, d'abord, je voudrais un petit peu recadrer la mission en fait qui nous a été confiée par le ministre de l'économie et des finances des Relances maintenant, de l'enseignement supérieur de l'innovation et les secrétaires d'État chargés numériques nous ont confié une mission qui visait à définir avec précision l'ensemble des verrous technologiques et techniques autour de la blockchain. Alors, ça, c'est dans le cadre de la stratégie nationale blockchain et en particulier dans un axe particulier qui est appelé être à la pointe des enjeux technologiques. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, pour être leader technologique, il ne faut pas juste utiliser les technologies qui sont faites ailleurs, aux États-Unis, en Chine, je ne sais pas trop où, mais il faut être vraiment au cœur du développement de la technologie elle-même. Donc, on est parti, en fait, le questionnement était, est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Est-ce qu'on a les ingénieurs déjà formés qui savent créer ces technologies? Et on en est au niveau de la recherche. Donc, on ne s'est pas du tout occupé des freins d'adoption juridique, économique, stratégique, politique. Ce n'était pas l'objectif de la mission. Ça, je tiens à le dire parce que des gens ont dit ouais, le rapport est très technique. Oui, mais c'est ça en fait qui était demandé parce que l'objectif, c'est d'être un leader technologique, pas juste quelqu'un qui utilise des technologies faites par ailleurs. D'accord? Donc, la question était où on en est là, par rapport à cette question. Donc, on a fait un travail d'identification des verrous. D'ailleurs, on est des chercheurs, on a des grands techniques, on travaille dans le domaine de la blockchain depuis un moment. Et donc, on a pu identifier donc, avec précision les verrous, mais aussi les, disons, prioriser et sur une échelle de temps, c'est-à-dire est-ce que par rapport à un verrou donné, on est dans la phase où on est en train de le lever, dans le sens qu'il faut juste une bonne ingénierie pour arriver à lever le verrou, ou alors il faut encore une intensité de recherche très élevée pour le lever. Donc, c'était l'idée de prioriser et de cartographier les verrous sur ce qu'on appelle un cycle de recherche-innovation. Et une deuxième cartographie qu'on a fait, donc reprend les verrous et les classer par rapport à leur potentiel de rupture. C'est-à-dire, une fois que le verrou est levé, quel type d'application on peut effectivement réaliser et quelle utilisation on peut en faire de la blockchain. Donc ça, c'était un petit peu l'idée. Et on a aussi du coup cartographié les startups, on a cartographié la recherche en blockchain, en infrastructure blockchain, pas dans les applications, pour voir c'était quoi l'état global. Alors, au niveau des verrous, alors on en a identifié 18, je ne vais pas les énumérer, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, par contre, je voudrais quand même en parler de deux en particulier. Le verrou consommation énergétique, parce qu'on en parle beaucoup. Alors, donc, le verrou consommation énergétique est un verrou important parce qu'effectivement, Bitcoin, c'est la première blockchain qui est sortie. Donc, tout le monde a en tête que la blockchain, c'est quelque chose qui va consommer, va cramer la planète, quelque part. Alors, d'abord, c'est faux parce que on parle d'un protocole dans ces cas-là. Donc, c'est un protocole Bitcoin et effectivement, c'est vrai. Alors, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est cette consommation, miner une transaction dans Bitcoin, c'est équivalent à la consommation énergétique d'une maison de 4 personnes sur une journée. Une seule transaction. Effectivement, hein, si on utilise Bitcoin, on est sur une consommation énergétique assez élevée. Après, on a toute une nouvelle génération de blockchain. Alors, je peux citer Tezos, Algorand, Cardano et ainsi de suite. Donc, toutes les blockchains qu'on appelle à preuve d'enjeu, qui n'utilisent pas le même mécanisme de production de blocs. Donc, on n'utilise pas la preuve de travail. Ils sont beaucoup moins énergivores. Alors, maintenant, la question est comment on estime cette consommation. Bon, déjà parce que de base, ils n'utilisent pas la proof of work, donc il n'y a pas de consommation énergétique dans cette phase de la production de blocs. Bon, ça, c'est une première chose. Et donc, on commence à avoir des premières études qui commencent à sortir avec des mesures où, par exemple, le dernier qui a été fait sur Algorand montrait qu'on est sur un ordre de grandeur de 1000 fois, non,
100 000 fois moins que Bitcoin. Donc, c'est juste pour remettre le débat dans la perspective de cette nouvelle génération de blockchain, mais c'est vrai que c'est difficile encore de les comparer entre elles. Donc, disons que la nouvelle génération, elle est beaucoup moins énergivore, mais comment on peut effectivement comparer différents blockchains, comment on fait des mesures sur des réseaux étendus, on ne sait pas encore faire. On a des méthodes, etc., mais ça, il faut aller plus loin. Donc ça, c'est le premier verrou. L'autre verrou que je voudrais je voudrais présenter aujourd'hui, c'est les verrous liés à l'interopérabilité des blockchains. Alors, une des questions qui nous a été posée, c'était est-ce que oui ou non, il faut faire une blockchain d'État? Nous, on n'a pas pris, on n'a pas une idée particulière là-dessus, on est des chercheurs, on s'occupe des technologies et des recherches, des sciences. Mais du coup, on a interviewé tout un tas d'acteurs, publics, privés, etc. Est-ce que cette idée, c'était une idée intéressante? Alors, on n'a pas vraiment vu une volonté très claire là-dessus. Mais par contre, c'était évident que chacun est en train de créer sa propre blockchain. On a parlé de blockchain secteur. On a des blockchains cross-sectorielles qui sont liées, par exemple, à une application particulière comme l'identité. Donc, on sent que les blockchains vont se spécialiser selon les applications et les secteurs industriels. Donc, ce qu'on verra demain, sûrement, c'est plutôt une fédération de blockchains. Donc, pouvoir interagir entre différents blockchains, ça nous semble le scénario le plus probable, plutôt qu'avoir une seule blockchain mondiale qui va tout absorber, même parce que ce ne serait pas forcément possible au niveau des performances et de la faisabilité de la chose. Donc, par contre, pour faire interagir différents blockchains, il faut encore faire de la recherche là-dessus. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire. Et bon, il y a des premières choses qu'on sait faire, mais bon, il faut aller beaucoup plus loin. Quand je dis aller beaucoup plus loin, c'est aussi pouvoir faire confiance aux technologies. C'est-à-dire que c'est un écosystème hyper dynamique. Chaque jour, il y a une nouvelle blockchain qui sort, une nouvelle technologie pour faire des échanges entre blockchains, etc. Est-ce que on peut les utiliser, ces technologies? Est-ce qu'elles sont des technologies de qualité? Est-ce que c'est des technologies crédibles? Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'en France, on a quand même, historiquement, une histoire de, une excellence dans tout ce qui est la conception, la validation des logiciels et du coup, on s'est dit qu'effectivement, c'est ça qu'on attend aussi un peu de la France, de cette compétence, la mettre en œuvre pour pouvoir qualifier, certifier un certain nombre de blockchains et les mettre à disposition du public, bien évidemment, mais avoir vraiment des briques qui sont au niveau de qualité certifiable, même s'il n'y a pas encore de normes pour la certification. Donc c'est là où on s'est dit que vraiment il faut y aller. Et c'est pour ça que parmi les recommandations qu'on a émises, on en a émis pas mal, on en a émis 21, pareil, je ne vais pas toutes les énumérer, mais on a, parmi celles-là, on a quand même voulu pousser une grande action d'innovation qui serait bien d'avoir sur les sujets de la conception, de la validation, du benchmarking de blockchain, parce que ces outils en fait manquent aujourd'hui, et ça va faciliter l'adoption des technologies blockchain sûres. Parce que bon, là on dit, bon, on utilise la blockchain parce qu'on n'a pas de confiance, par exemple, dans un environnement, il n'y a pas de confiance. La blockchain qui va être notre ancrage de confiance, il faut que ce soit une technologie sûre. Il ne faut pas qu'il y ait des bugs, des vulnérabilités, on ne peut pas l'attaquer, il faut que ce soit robuste. On est d'accord. Donc, il faut vraiment aller dans ce sens-là. Donc, avoir des nouvelles choses, oui, mais surtout pouvoir valider ce qu'on a et avoir plus de confiance dans cette technologie. Cette grande action d'innovation, on voulait la lancer en pensant à des projets ciblés conduits par des petits consortiums qui pouvaient associer des centres de recherche, des startups, des grands groupes, un peu comme sont les open calls à l'Europe en fait. Parce qu'on voit bien qu'il faut une interaction en fait entre ce qu'on sait déjà au niveau de la recherche, ce qu'on peut transférer dans les startups, dans le tissu vraiment de l'innovation et de la commercialisation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais qu'il faudrait faire.
Et la deuxième, l'autre recommandation, c'était vraiment de se lancer sur la confiance numérique, sur l'identité numérique. Alors, l'identité numérique, il faut savoir que cette mission a commencé en 2019. Donc, on a commencé à discuter avec la DGE de vraiment essayer de pousser le cas d'usage de l'identité numérique parce qu'il nous semblait les plus intéressants et aussi parce qu'on pensait que la blockchain était prête. Enfin, l'utilisation qu'on fait de la blockchain dans le cas d'usage d'identité décentralisée, on a les technologies mûres pour le faire. C'est ça qui est important de dire. Avec la blockchain, on ne peut pas tout faire aujourd'hui, mais ce cas particulier, on pouvait bien l'implémenter. Pourquoi? Parce que la blockchain, on l'utilise uniquement pour en fait enregistrer ce qu'on appelle des ancrages cryptographiques. Il n'y a pas de données personnelles dedans. Il n'y a rien. Ça sert uniquement à un vérificateur de credentials de récupérer les informations qui permettront de vérifier les credentials de quelqu'un qui va effectivement les montrer. D'accord? Donc, il n'y a rien de personnel dedans. C'est quelque chose qui est lié vraiment à avoir juste un coffre-fort numérique hautement disponible tout le temps. Et donc, pour ça, on n'a pas besoin non plus un nombre énorme de transactions non plus. Parce qu'en fait, vous faites des transactions pour enregistrer effectivement ces ancrages cryptographiques très rarement. D'accord? On n'est pas sur de la crypto-monnaie où il y a des échanges tout le temps. Voilà, donc ça, je tenais aussi à le dire parce que c'est vraiment un cas d'usage intéressant par rapport à la maturité qu'on a aujourd'hui des technologies blockchain. Voilà. Donc, pour moi, c'est tout et s'il y a des questions. Parfait. Merci Sarah, c'était très intéressant. Merci à tous les quatre du coup pour ces présentations très riches. On va finir peut-être avec une séance de questions-réponses. Parmi les questions qu'on a eues, celle qui a été la mieux notée entre guillemets avec les votes, c'est celle de Monsieur Christophe Bruno qui disait « Bonjour, comment gérez-vous la mise en conformité RGPD dans le cadre du droit à l'effacement des données ou du droit à la modification ?» Est-ce que vous voulez prendre la parole sur ce sujet, l'un l'autre? Alors, Luc est devenu un grand expert, mais en tout cas, sur la conformité au règlement général sur la protection des données, on trouve que justement la blockchain apporte un plus très intéressant avec la distribution et le cryptage des données concernées. En fait, par exemple, dans le cas de la société BC Diploma, elle ne conserve absolument pas les données de nos étudiants qui restent protégées au sein des directions des services d'information des universités. Donc là, il y a aussi un aspect, quand c'est des données du service public, ça l'emporte sur les données personnelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des données personnelles qui empêchent leur conservation. Il y a une mission d'archivage et de conservation de certaines données qui supplante le droit à aller demander la destruction d'une donnée. Donc, voilà, c'est ce que je peux ajouter concernant les diplômes. Luc a peut-être plus d'éléments en général sur cette question. Tout à fait, merci Perrine. Je vais être très rapide parce qu'on pourrait faire un atelier, une journée entière sur le sujet. Alors 2 points. Le fait est que ça marche puisque on déploie avec des institutions publiques et des DPO et des services juridiques de premier ordre en validant l'ensemble des points du RGPD. Donc ça, c'est l'épreuve du terrain. Et l'aspect scientifique derrière pour proposer un stockage décentralisé de la donnée sur des blockchains ou sur des stockages décentralisés est le fruit de beaucoup de maths, puisque la donnée est chiffrée, mais que pour accéder à cette donnée, on a un jeu de fragmentation de clés cryptographiques qui est off-chain et qui sont portées par les personnes concernées, à savoir
par exemple l'université et le diplômé, et qui modélise les consentements à lire la donnée et dont l'effacement et la destruction modélisent le droit à l'effacement. Voilà. Et ce qui passe la rampe des déploiements et du RGPD sur ces données-là. S'il y a plus de questions, n'hésitez pas à me contacter en direct si vous voulez en savoir plus sur ce travail-là. Merci. Merci à tous les deux. Je vois qu'on a eu deux questions qui parlaient en partie de la santé, de l'utilisation de la blockchain pour les données de santé notamment. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus Alors peut-être je peux en effet compléter, mais ça rejoint le sujet RGPD, hein, c'est qu'il ne faut pas oublier que sur la blockchain, on va ancrer des preuves et pas les données elles-mêmes. Et les données et l'ensemble de ces preuves sont toujours cryptées. Donc c'est vraiment, ça va vraiment renforcer la sécurité. Alors il y a en effet le coût de la décentralisation finalement est au bénéfice de la sécurité. Et donc, ça peut s'appliquer, bien entendu, aux données de santé. Et on peut imaginer qu'une architecture de type Self-Sovereign Identity, identité autocontrôlée, puisse s'appliquer pour transmettre de la donnée de santé de manière sécurisée, comme on le fait aujourd'hui avec nos attributs vérifiés, diplôme, adresse et autres. Donc, il n'y aurait pas d'obstacle à ce que nos systèmes puissent être utilisés aussi dans le cadre de données de santé. L'obstacle peut-être sera plutôt réglementaire, mais en effet, la réglementation IDAS va dans le sens de bientôt probablement certifier certains mécanismes blockchain et du coup augmenter la protection juridique de nos métiers et le cadre juridique pour en effet déployer davantage de cas d'usage, et la santé est en est un que l'on vise aussi chez Archipel, hein, parce qu'on considère que certains attributs de votre identité sont aussi des éléments vous concernant de votre santé. Par exemple, juste le fait que vous ayez le droit à une carte handicapée et certains accès prioritaires, eh bien, vous pourriez avoir cet attribut de manière digitale dans votre future identité numérique. Donc c'est important également qu'un cadre juridique permettent de faire ça sur un système décentralisé. Alors, l'un des cas d'usage du partenariat européen de la blockchain concerne le numéro de sécurité sociale européen. Et donc, oui, il y a des travaux en cours au niveau européen, mais je ne me prononce pas pour la France, où il y a quand même un agenda très, très chargé. Mais enfin, en tout cas, dans le partenariat européen de la blockchain, c'est quelque chose qui est en cours justement pour aussi pouvoir voyager. Si on a une carte, Hervé vient d'en parler, hein, si on a une carte handicapée, qu'elle puisse être reconnue dans toute l'Europe, c'est un des cas d'usage qui a déjà été identifié. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a eu des questions sur l'aspect énergétique. Je pense qu'il a déjà été traité dans les différentes présentations. Par rapport à la question de l'interopérabilité entre les blockchains, Hervé avait commencé à apporter un début de réponse sur Polkadot. Quelle perspective on peut avoir aujourd'hui sur ce sujet de l'interopérabilité qui est amené à prendre de l'ampleur dans moi, je peux rajouter effectivement que l'idée, c'est de dire à quel moment on pourra faire confiance à une technologie d'échange entre blockchains. C'est-à-dire que Polkadot, bien évidemment, c'est des premières solutions. Il faut pouvoir prouver que ces solutions soient robustes à tout un tas d'attaques. Et ça c'est pas du tout évident, ça c'est la première chose. Donc on commence, on fait des formalisations de ce type de protocole pour pouvoir voir si effectivement on peut avoir des preuves de mathématiques de robustesse ou de sécurité. Bon, ça c'est un premier point. Donc ça c'est par rapport effectivement l'aspect plutôt recherche. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui on sait faire de l'interopérabilité entre blockchains du même type.
C'est-à-dire, dans Cosmos, on sait faire là je vais être un peu plus technique, mais Xavier va tout à fait comprendre, entre blockchain à finalité immédiate, ce qu'on appelle effectivement des mécanismes qui sont mis en place pour qu'un bloc ne soit jamais révoqué une fois qu'il est chaîné. Et donc, faire des échanges entre des blockchains qui ont des mécanismes de consensus différents, c'est encore une question ouverte. Voilà, donc c'est pour ça que l'interopérabilité, c'est aussi faire face à cette variété de mécanismes qui sont effectivement dans les différents blockchains pour s'assurer qu'un échange entre blockchains soit fait et à quel moment on peut dire que ce soit fait. Voilà. J'espère que ça répond un peu à la question. Je voulais juste rajouter pour la consommation énergétique, je n'ai pas dit que les proof of work ne vont pas cramer la planète. Je dis que la blockchain ne va pas cramer la planète parce que la blockchain, ce n'est pas que Bitcoin. Donc, justement, si on pense que les blockchains, c'est aussi les proof of stake, donc la nouvelle génération blockchain, du coup, voilà, on n'a plus le problème de la consommation énergétique qu'on peut retrouver dans Bitcoin. Juste clarifier ce point parce que ça me semble important. Merci Sarah. Alors, on a peut-être une dernière question. Pardon, moi j'en voyais une qui m'intéressait. C'est Victor Grenaudier qui dit « Au-delà du potentiel impact écologique, avez-vous identifié des risques inhérents à l'implémentation d'une telle infrastructure ?» Moi, je dirais que c'est le contraire. On n'a vu que des opportunités, en fait. Et l'impact écologique peut être réduit à l'équivalent de n'importe quelle autre solution numérique. Mais les blockchains permettent, en fait, sur des problèmes très complexes avec beaucoup de parties prenantes, d'accélérer énormément une fois que le problème est bien pris à l'origine, toutes les transactions, la traçabilité, la gestion des consentements, le transfert de risques, de responsabilité. Et donc, en vérité, il y a vraiment que des opportunités. C'est pour ça qu'on est tous là, qu'on est tous enthousiastes et que, voilà, après, c'est seulement une brique et d'habitude, on parle, dans les années 90, on apprenait tous, ceux qui t'intéressaient apprenaient un peu ce qu'était Internet, avec des paquets de données, on découvrait ce qu'était envoyer un mail. Voilà, aujourd'hui, personne ne s'intéresse à Internet, alors qu'on vit tous avec. Je pense qu'il faut rappeler que la blockchain, c'est une infrastructure et que le travail qu'on fait avec BC Diploma, il y a 18 personnes, 5 directions différentes impliquées au sein de l'Université de Lille, parce qu'on est en train de faire plus, on est en train de faire la transformation numérique. On n'adapte pas un process ancien en dématérialisant le papier, on va au-delà, quoi. Hein. On change le service offert aux étudiants et donc aux citoyens derrière, pas seulement en Europe, hein, mais c'est un mouvement mondial en fait. Hein. On va faciliter, améliorer, traduire, mettre un bouton en plus pour tous les personnels des services de la scolarité qui va permettre de dire voilà, le jury des examens s'est tenu, on clôture la délibération des jurys. Bon, ben voilà, voilà. La blockchain, c'est l'infrastructure, on ne voit que des bonnes choses. Il faut savoir distinguer, en effet, alors je dirais malheureusement pas seulement Bitcoin, il y en a quand même un certain nombre d'autres, dont Ether, qui fonctionnent par preuve de travail. Mais au moins, eux, ils essayent, ils ont une énorme communauté, ils sont très innovants. Et derrière, il y a aussi des possibilités de se servir d'Ethereum en mode privé. Donc, voilà, c'est en cours. En revanche, il y a une certaine maturité technologique et beaucoup d'opportunités à se saisir de cette technologie. Écoutez, c'est une très belle conclusion, Perrine. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre du coup pour vos interventions. Merci à nos participants aussi d'avoir été avec nous pour cette heure. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation et à continuer à suivre les événements de Spring aujourd'hui et demain. Merci Mona. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.